6 octobre 1943, 2h17 du matin. Dans le détroit de Blackett, au cœur des îles Salomon, le contre-torpilleur japonais Amagiri fendait les ténèbres à une vitesse de 30 newtonneux. Son déplacement de 2090 tonnes créait un sillage phosphorescent, une traînée de lumière liquide visible à des kilomètres. Sur la passerelle, le capitaine de frégate Koei Hanami se tenait droit confiant dans la supériorité de son navire. 122 mètres d'acier, armé de 6 canons de 127 mm et de 16 tubes lance-torpilles. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à 700 mètres sur tribord, une frêle embarcation en contreplaqué de 24 mètres accélérait pour passer à l'attaque. Les Américains l'appelaient le PT-109. Les Japonais, eux, avaient un autre nom pour ces engins, Akuma no Hayabusa, les faucons du diable. Dans les 90 secondes qui allaient suivre, toutes les certitudes de la marine impériale japonaise sur le combat naval, avec de petites unités, allaient être pulvérisées par le hurlement de 3 moteurs Packard, tournant à plein régime. La transformation des tactiques des vedettes lance-torpilles américaines, ou Petty Boats, avait commencé 18 mois plus tôt. Non pas dans la victoire, mais dans une série d'erreurs de calcul dévastatrices qui coûtèrent à la marine américaine des dizaines de navires et des centaines de vies. Le 9 avril 1942, les eaux au large de Bataan étaient devenues un cimetière pour la 3e escadrille de vedettes lance-torpilles. Le capitaine de corvette John Bulkley commandait 6 PT-Boats tentant d'évacuer du personnel avant la reddition des Philippines. Les contre-torpilleurs japonais de la 5e division, sous les ordres du capitaine Ryuji Tanaka, s'attendaient à des cibles lentes et prévisibles. Ce qu'ils rencontrèrent, ce furent des coques en acajou de 23 mètres propulsés par 3 moteurs Packard, 4 M2 1500 développant chacun 1350 chevaux. Les archives officielles de la Navy montrent que ces vedettes atteignaient 40 et un newtonneux en opération de combat, une vitesse qu'aucun contre-torpilleur de la flotte japonaise ne pouvait égaler. Mais la vitesse seule ne suffisait pas. Les premiers Petty Boats emportaient 4 torpilles Mark, 8 des armes conçues pour la guerre sous-marine. Leur réglage de profondeur, leur distance d'armement minimale et leur détonateur peu fiable les rendaient presque inutiles contre des cibles de surface. Des documents du Bureau de l'armement de la Navy révèlent que jusqu'à la mi-1942, le taux de succès des torpilles des Petty Boats restait inférieur à 10%. La marine japonaise avait étudié ses premières rencontres avec soin. Des rapports de renseignement saisis après la guerre montrent qu'ils avaient conclu que les Petty Boats n'étaient que des armes de nuisance rapides, mais inefficaces, manquant de la puissance de feu nécessaire pour menacer des navires, de ligne ou même des contre-torpilleurs. Le capitaine Tamechi Hara, commandant le contre-torpilleur Amatsukaz, écrivit dans son rapport de combat de mai 1942 « Les vedettes ennemies atteignent une grande vitesse mais ne peuvent maintenir leur précision en manœuvrant. Leurs torpilles passent sans danger lorsque nous exécutons une évasion standard. » Cette évaluation allait se révéler catastrophiquement erronée. Non pas à cause d'une seule percée technologique, mais grâce à une évolution systématique des tactiques de l'entraînement et de l'intégration de l'armement que le renseignement naval japonais ne détecta que trop tard. Le centre d'entraînement des escadrilles de vedettes lance-torpilles de la marine américaine à Melville, Rhode Island, analysait chaque rapport de combat depuis Pearl Harbor. En août 1942, une tendance se dessina: les Petty Boats réussissaient lorsqu'ils exploitaient la vitesse et l'obscurité. Ils échouaient lorsqu'ils tentaient des attaques à la torpille conventionnelle. Le capitaine de corvette Robert Montgomery, officier instructeur en chef à Melville, rédigea une nouvelle doctrine tactique en septembre 1942. Son mémorandum conservé aux archives nationales décrivait ce qui allait être connu comme le « attaque éclair / attaque », des approches à très haute vitesse, sous des angles inattendus, des lancements de torpilles à moins de 450 mètres et un retrait immédiat à vitesse maximale. Cette doctrine exigeait une coordination parfaite entre le commandant de la vedette, les torpilleurs et les 3 mécaniciens. À 40 newtonneux, un Petty Boat parcourt 20 mètres par seconde. Un commandant disposait peu, être de 3 secondes pour identifier la cible, calculer une solution de tir et lancer ses torpilles avant que la fenêtre d'engagement ne se referme. Les commandants de contre-torpilleurs japonais formés à la guerre de surface conventionnelle s'attendaient à des attaques de torpilles depuis des angles d'approche prévisibles à des distances de 2000 à 5000 mètres. La doctrine standard
pour un combat entre contre-torpilleurs. Ils n'avaient aucun cadre tactique pour affronter des navires qui se rapprochaient pour un combat au corps à corps dans l'obscurité, lançaient leurs torpilles et disparaissaient avant que le tir défensif ne puisse être coordonné. C'était une tactique de guérilla sur mer, une page de la résistance écrite sur les vagues du Pacifique. Dès la fin 1942, les escadrilles de petty boats américains mettaient en œuvre les nouvelles tactiques de Montgomery dans tout le Pacifique. Les Japonais étaient sur le point de découvrir que leur évaluation des petty boats comme des armes de nuisance inefficaces était basée sur des données déjà obsolètes. La révolution technologique qui rendit possible la suprématie des petty boats ne naquit pas chez les architectes navals, mais chez les ingénieurs automobiles de Détroit, qui avaient passé les années 1930 à perfectionner des moteurs marins haute performance pour les courses d'hydroplanes. La Packard Motor Car Company s'était lancée dans le développement de moteurs marins en 1939, adaptant sa technologie de moteur d'avion à un usage naval. Le moteur 4M2500, qui en résulta abondamment documenté dans les archives de production de Packard, représentait un bond de géant dans la propulsion marine. Chaque moteur avait une cylindrée de 41 litres et produisait 1350 chevaux à 2400 tours divisés par minute. 3 de ces moteurs, entraînant 3 arbres d'hélice, généraient une puissance combinée de 4050 chevaux dans une coque de 24 mètres pesant environ 56 tonnes à pleine charge. Le rapport poids-puissance était sans précédent. Un contre-torpilleur japonais de classe Fubuki atteignait 34 nœuds avec 50 000 chevaux poussant 2090 tonnes, soit environ 24 chevaux par tonne. Les petty boats, eux, généraient 72 chevaux par tonne, le triple du ratio du contre-torpilleur. Mais la puissance brute n'est rien sans le contrôle. Elco Naval Division et Higgins Industries, les deux principaux constructeurs de petty boats, avaient développé des coques capables d'exploiter cette puissance efficacement. Les essais hydrodynamiques de la Navy, au bassin des Carènes David Taylor, ont documenté que les coques des petty boats atteignaient le déjaugeage à 23 newtonneux, réduisant considérablement la résistance de l'eau. À plein régime, la proue d'un petty boat se soulevait de 15 degrés, réduisant la surface mouillée de près de 40%. La surface de déjaugeage en 3 points, 2 redans et la quille, créait une portance aérodynamique qui soutenait partiellement le poids de la coque. À 41 newtonneux, environ 30% du poids du bateau était supporté par cette portance dynamique plutôt que par la poussée d'Archimède. Les architectes navals japonais n'avaient aucune technologie équivalente. Leurs contre-torpilleurs, quelle que soit leur puissance, restaient des coques à déplacement limité par les lois de l'hydrodynamique régissant la résistance des vagues. La physique était immuable. La vitesse maximale d'une coque à déplacement équivaut à environ un 3-4 fois la racine carrée de sa longueur à la flottaison en pied. Pour un contre-torpilleur de 122 mètres, la vitesse maximale théorique était d'environ 27 newtonneux. Dépasser cette vitesse nécessitait une puissance exponentiellement plus élevée. La classe Fubuki atteignait 34 newtonneux uniquement en installant des moteurs, générant près du double de la puissance strictement requise au prix d'une consommation de carburant et d'une fiabilité mécanique désastreuse. Les petty boats opéraient selon une physique différente. En tant que coques planantes, ils échappaient complètement aux limitations de vitesse des coques à déplacement. Leur vitesse maximale ne dépendait que de la puissance disponible et de l'intégrité structurelle pour résister aux forces hydrodynamiques. Les 3 moteurs Packard étaient contrôlés indépendamment, permettant une manœuvrabilité sans précédent. En faisant varier la puissance de chaque moteur, les commandants de petty boats pouvaient exécuter des virages à des vitesses qui feraient chavirer des navires conventionnels. Des rapports de combat documentent des virages à 90 degrés effectués en moins de 180 mètres, tout en maintenant des vitesses supérieures à 30 newtonneux. Les capitaines de contre-torpilleurs japonais, exécutant des manœuvres d'évasion à 30 newtonneux, avaient besoin de 1800 mètres pour effectuer des virages similaires. Un petty boat pouvait couper à l'intérieur du cercle de giration d'un contre-torpilleur tout en maintenant une vitesse supérieure, un avantage tactique qui rendait la doctrine de guerre de surface conventionnelle obsolète. La torpille Mark XIII introduite mi-1943 donna enfin aux petty boats une arme à la hauteur de leur plateforme. Contrairement à la Mark VIII, la Mark XIII était conçue pour un lancement aérien à basse altitude et adaptée pour un lancement de surface à haute vitesse. Elle pouvait être larguée en toute sécurité à des vitesses
allant jusqu'à 110 newtonneux et s'armait en moins de 275 mètres. Parfaite pour les attaques éclairs des PT Boats. Avant de replonger dans le feu de l'action, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné car demain, une surprise encore plus spéciale vous attend. La révolution tactique atteignit sa pleine maturité dans les eaux autour de la Nouvelle-Géorgie durant l'été 1943. La 9e escadrille de vedettes lance-torpilles sous le commandement du capitaine de corvette Robert Kelly opérait dans les îles Salomon depuis juin, développant des techniques qui allaient devenir la doctrine standard pour toutes les escadrilles de PT. Le détroit de Blackett présentait des défis uniques. Les convois de contre-torpilleurs japonais surnommés le Tokyo Express effectuaient des missions de ravitaillement avec une régularité prévisible toutes les 3 ou 4 nuits. Les contre-torpilleurs de la marine impériale dévalaient le slot à vitesse maximale, livraient des fournitures et des renforts aux garnisons isolées et se retiraient avant l'aube. Ces convois impliquaient généralement 4 à 6 contre-torpilleurs se déplaçant à 28-30 newtonneux en file indienne. Les commandants japonais considéraient que la vitesse et la puissance de feu de leur groupe de contre-torpilleurs constituaient une protection suffisante contre toute menace. L'innovation de Kelly fut d'abandonner complètement les attaques menées par une seule vedette. La 9e escadrille développa des tactiques de section coordonnées 3 vedettes, opérant comme une unité de frappe unifiée. La vedette de tête servait d'illuminateur de cible, la seconde d'attaquant principal, la 3e de soutien et de navire de sauvetage. Les communications entre les vedettes reposaient sur la radio TBS Talk Between Ships, opérant sur des fréquences que les forces japonaises ne pouvaient pas surveiller. Les journaux de communication de la Navy de juillet 1943 montrent que les Petty Boats coordonnaient leurs attaques avec une précision impossible lors des opérations précédentes. La séquence d'attaque documentée dans le manuel tactique de la 9e escadrille suivait un protocole rigide. Les vedettes se positionnaient le long des routes probables des contre-torpilleurs des heures, avant l'arrivée, prévue de l'ennemi moteur au ralenti, pour réduire le bruit et la visibilité du sillage. Les radars SCR 517 installés sur certaines vedettes à partir de mai 1943 fournissaient une alerte précoce à des distances allant jusqu'à 11 000 mètres. Lorsque le contact radar confirmait l'approche des contre-torpilleurs, les Petty Boats se séparaient pour prendre des positions d'attaque à 1800 mètres les uns des autres, créant un véritable guet-apens que l'ennemi devait traverser. La vedette de tête illuminait les cibles à l'aide de projecteurs portatifs uniquement lorsque le commandant de section jugeait la géométrie favorable. Généralement lorsque les contre-torpilleurs présentaient leurs flancs à plusieurs vecteurs d'attaque. L'illumination durait exactement 5 secondes. Dans cette fenêtre, les vedettes d'attaque acquéraient visuellement les cibles, calculaient les solutions de tir et lançaient leurs torpilles. Le système de guidage gyrostabilisé de la marque 13 permettait des lancements pendant des manœuvres violentes, une capacité que la marque 8 Newton n'avait pas. Les commandants de contre-torpilleurs japonais étaient confrontés à des décisions impossibles en ces secondes cruciales. L'illumination du projecteur détruisait leur vision nocturne. Virer vers la lumière signifiait présenter son flanc aux torpilles déjà dans l'eau. Maintenir le cap signifiait continuer dans la zone de la mort. Augmenter la vitesse signifiait réduire la manœuvrabilité. Les mathématiques favorisaient complètement les attaquants. Un contre-torpilleur à 30 newtonneux parcourait 15,5 mètres par seconde. Une torpille Mark 13 à 33 newtonneux en parcourait 17. À une distance de lancement de 450 mètres, le temps avant l'impact était d'environ 27 secondes. Un temps insuffisant pour une évasion efficace, même si le capitaine du contre-torpilleur identifiait la menace immédiatement. Le lieutenant Bartholomew Connelly, commandant du PT-157, a documenté l'efficacité des nouvelles tactiques dans son rapport de combat du 2 août 1943. Sa section a engagé 2 contre-torpilleurs de classe Kagero dans le détroit de Blackett. 3 torpilles lançaient 2 coups au but observé. Un contre-torpilleur plus tard identifié comme le Ajikaz a été gravement endommagé et forcé de se retirer à vitesse réduite. Perte japonaise 47 tués. Le navire fut hors de combat pendant 6 semaines. Pertes américaines 0. La section de Connelly est retournée à la base après avoir dépensé moins de 1000 cartouches de calibre .50 et 3 torpilles. Les équipages des contre-torpilleurs japonais vétérans des victoires de Pearl Harbor à la mer de Java
se trouvaient confrontés à une forme de guerre que leur entraînement n'avait jamais anticipée. L'impact psychologique s'avéra aussi dévastateur que la menace physique. Le commandant Toshio Abe, capitaine du contre-torpilleur Mikazuki, a fourni un témoignage détaillé lors des interrogatoires d'après-guerre. Son récit révèle l'effondrement complet de la confiance japonaise face aux tactiques des PT-boats. Nous nous attendions à des attaques de torpilles de sous-marins ou de contre-torpilleurs ennemis, a témoigné Abe. Nous avions des procédures, des réponses entraînées. Mais ces petites vedettes, elles venaient de l'obscurité, avec une vitesse impossible. Nos veilleurs signalaient des bruits de moteur, puis plus rien. 30 secondes plus tard, des projecteurs des torpilles déjà lancés. Pas le temps de traiter l'information, pas le temps de répondre selon la doctrine. Pour ces guerriers dont la doctrine reposait sur une supériorité technique et un courage prévisible, cette guerre de l'ombre était une faillite de l'imagination, une confrontation avec l'inconnu qui sapait les fondements, même de leur art du combat. Les interceptions radio décodées par la Fleet Radio Unit Pacifique ont documenté la crise de confiance croissante chez les commandants de contre-torpilleurs japonais. 7 août 1943, transmission demande couverture aérienne pour convoi ravitaillement. Vedettes ennemies de plus en plus agressives. 23 août, recommande suspension des convois de contre-torpilleurs jusqu'à ce que la menace des vedettes soit neutralisée. L'aveu que des contre-torpilleurs, véritables navires de ligne aux yeux de la marine impériale, nécessitaient une protection contre des bateaux en contreplaqué, représentait un renversement psychologique que les commandants japonais trouvaient profondément troublant. Le rapport du capitaine de frégate Hanami après l'engagement du 6 octobre donne un aperçu de cette détérioration psychologique. La vedette ennemie est apparue sans avertissement à très courte portée, vitesse semblant dépasser 40 newtonneux. Deuxième vedette a attaqué depuis bâbord arrière alors que l'attention était concentrée sur la première menace. Les tactiques actuelles des contre-torpilleurs sont inefficaces contre les attaques coordonnées de vedettes. La marine japonaise n'a jamais développé ces contre-mesures. Leurs contre-torpilleurs conçus pour la guerre de surface conventionnelle manquaient des capteurs des armes et de la manœuvrabilité nécessaire pour contrer de petites embarcations rapides opérant dans l'obscurité. En septembre 1943, les convois du Tokyo Express qui avaient lieu tous les 3 jours avaient été réduits à des opérations hebdomadaires puis bi-hebdomadaires. Les petty boats n'avaient pas complètement arrêté les convois, mais ils les avaient rendus coûteux, imprévisibles et psychologiquement intolérables pour des équipages qui se considéraient autrefois comme les maîtres des eaux du Pacifique. 2 novembre 1943. Les eaux entre Guadalcanal et Tulagi avaient bien mérité leur surnom Iron Bottom Sound, le détroit au fond de ferraille. Des dizaines de navires reposaient sur le fond marin. L'escadrille de vedettes lance-torpille 15 était sur le point d'en ajouter un à la liste. Le lieutenant William Libenow commandait une section de 4 petty boats. Le renseignement indiquait que 4 contre-torpilleurs, Yudachi, Samidar, Shiratsuyu et Murasame, tenteraient de livrer des fournitures. L'attaque commença à 22h50 et 1. Le PT-167 illumina l'Udachi à 550 mètres. Le faisceau du projecteur surprit le contre-torpilleur en plein virage, présentant un flanc parfait. 2 torpilles Mark 13 furent lancées. Simultanément, le PT-183 attaquait le Samidar depuis le flanc opposé. L'assaut coordonné depuis des directions différentes créa exactement le dilemme tactique que la doctrine japonaise ne pouvait résoudre. La première Mark 13 frappa l'Udachi au niveau de la soute à munitions avant. Des explosions secondaires suivirent immédiatement. L'analyse d'après-guerre des rapports de dommages japonais indique que l'explosion fut catastrophique. La section avant de l'Udachi se détacha complètement. Une seconde torpille frappa au milieu du navire pénétrant la salle des machines. Avec ses 2 chaudières détruites et une voie d'eau incontrôlable, l'Udachi commença à agiter lourdement sur bâbord. Le contre-torpilleur chavira à 23 hdx et coula par 440 mètres de fond. Sur ces 228 membres d'équipage, 127 furent perdus. L'engagement avait duré 26 minutes. 4 PT boats avaient éliminé un contre-torpilleur, déplaçant 40 fois leur poids combiné sans subir le moindre dommage. Ce succès ne reposait pas seulement sur l'innovation tactique, mais sur une capacité industrielle que les forces japonaises ne pourraient jamais égaler. Fin 1943, les chantiers navals américains produisaient des PT boats à un rythme qui transformait chaque navire en un atout tactique consommable.
La production combinée dépassait 70 vedettes par mois, plus que le taux de construction de toute la flotte de contre-torpilleurs japonais. L'équation économique était stupéfiante. Un PT Boat coûtait environ 250 000 $, soit 1,40e du coût d'un contre-torpilleur de classe Fletcher. Pendant le temps nécessaire, pour construire un seul contre-torpilleur, l'industrie américaine pouvait produire 40 Pint Boat. Ce n'était plus une guerre de courage, mais un raz de marée industriel. Cette réalité créa une flexibilité tactique que les commandants japonais trouvaient impossible à contrer. Perdre un contre-torpilleur signifiait perdre 2 ans de travail de construction spécialisé et des centaines d'hommes. Perdre un PT Boat signifiait perdre un équipage de 12 à 14 hommes et un navire qui pouvait être remplacé en 1 mois. Le capitaine de corvette Preston Franklin, officier des opérations pour les escadrilles du Pacifique Sud, articula ce calcul dans une note de novembre 1943. Nous pouvons échanger des vedettes contre des contre-torpilleurs, n'importe quel ratio est gagné. Si nous perdons 3 PT Boats en coulant un contre-torpilleur, nous avons gagné stratégiquement. L'ennemi ne peut pas remplacer le contre-torpilleur. Nous pouvons remplacer les vedettes en 12 jours. Derrière les statistiques se cachait une réalité humaine que les rapports de la Navy capturaient rarement. L'enseigne Joseph Braham, servant à bord du PT Saint 27, tenait un journal personnel. 18 novembre 1943. Perdu Jenkins la nuit dernière. La vedette a pris un obus de 127 mm pendant le retrait. L'obus a traversé la salle des machines. Jenkins vérifiait la pression de carburant. Le commandant a dit que la mort a été instantanée. Nous avons enveloppé ce qui restait dans de la toile et l'avons immergé ce matin. Il avait 19 ans. Les coques en bois qui donnaient leur vitesse au petit boat n'offraient pratiquement aucune protection. Le fardeau psychologique était tout aussi sévère. Les commandants de PT Boats étaient de jeunes officiers souvent âgés de moins de 25 ans prenant des décisions de vie ou de mort. Le rapport d'un psychiatre de l'escadrille notait « Ces hommes opèrent sous un stress élevé et soutenu, la nature intime de leurs attaques, engageant des ennemis assez proches pour voir les visages créer des fardeaux psychologiques absents de la guerre à longue distance. Les marins japonais faisaient face à leurs propres tourments psychologiques. Le quartier-maître Hiroshi Nakamura, secouru après le naufrage du Yudashi, témoigna « Nous nous sommes entraînés pendant des années. Nous nous croyions supérieurs à tout ennemi. Puis sont venues ces petites vedettes si rapides qu'elles semblaient irréelles. Elles apparaissaient de nulle part, frappaient et disparaissaient. Nous ne pouvions pas les combattre efficacement. Cela violait tout ce que nous comprenions de la guerre navale. La défaite n'était pas seulement matérielle, elle était conceptuelle, une humiliation qui brisait le carcan psychologique de l'honneur du guerrier. Les leçons apprises dans les eaux sombres des Salomon allaient résonner pendant des générations. La marine soviétique étudia les opérations des PT Boats avec une intensité particulière, développant des vedettes lance-torpilles qui en étaient les descendantes directes. La marine israélienne, née dans l'adversité, adopta les concepts des PT Boats par nécessité, reconnaissant que la vitesse et la surprise pouvaient compenser une infériorité numérique. Leurs vedettes rapides de classe SAR armées de missiles appliquèrent la philosophie des PT Boats à l'ère du missile. Même la marine américaine moderne, avec ses navires de combat littoraux, intègre des éléments philosophiques directement traçables aux opérations des PT Boats. L'amiral William Halsey, commandant de la force du Pacifique Sud, reconnut explicitement cet avantage. Sa directive opérationnelle du 15 décembre 1943 stipulait « Les opérations de contre-torpilleurs sont autorisées à se poursuivre sans se soucier des pertes de PT Boats. La capacité industrielle garantit que le remplacement dépasse l'usure. » Cette directive formalisait ce qui était devenu une réalité opérationnelle. La puissance industrielle américaine avait transformé de petites embarcations en bois en tueurs de navires de ligne qui pouvaient être échangés librement contre un avantage stratégique. L'impact stratégique des opérations des PT Boats s'étendit bien au-delà des contre-torpilleurs coulés. Entre juin 1943 et mars 1944, les convois du Tokyo Express passèrent d'une moyenne de 12 par mois à moins de 3. Les garnisons japonaises dans les Salomon subirent de graves pénuries de ravitaillement dégradant leur efficacité au combat plus sûrement que les attaques directes des Alliés. L'amiral Chester Nimitz, dans son évaluation finale de la guerre du Pacifique, nota « Ces petits navires ont contribué à la victoire de manière disproportionnée par rapport à leur coût ou à leur nombre. »
Les contre-torpilleurs japonais qui fuyaient les PT Boats n'ont pas été vaincus par la lâcheté. Ils ont été vaincus par les mathématiques, les froides équations de la vitesse, de la puissance de feu et de la capacité industrielle qu'aucun esprit guerrier ne pouvait surmonter. Dans l'arithmétique de la guerre moderne, les PT Boats ont prouvé une vérité fondamentale. La victoire n'appartient pas nécessairement aux plus grands navires, mais à ceux qui disposent d'une technologie de tactique supérieure et de la capacité industrielle pour les déployer sans retenue. Les vedettes en contreplaqué filant à 40 Newtonod avaient enseigné à la marine impériale une leçon sur la guerre industrielle à laquelle la tradition du guerrier ne pouvait répondre. L'histoire de ces vedettes en bois est un rappel puissant que l'audace et l'innovation peuvent renverser les géants. Quelle leçon tirez-vous de cette révolution navale partageaise? Vos réflexions dans les commentaires. Et si ce récit vous a captivé, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans l'histoire.